Il y a une vérité que personne ne veut entendre. Et c'est précisément pour cela qu'elle fait si mal. Un homme peut vous aimer sincèrement, profondément, et choisir quand même l'infidélité. Non, non, non. Ce n'est pas une question de manque d'amour. Ce n'est pas une question de beauté, d'intelligence, de valeur. C'est une question de quelque chose de bien plus obscur, de bien plus lourd, que la plupart des couples n'osent jamais nommer. Et si vous ne comprenez pas ce mécanisme aujourd'hui, vous risquez de passer les prochaines années à chercher la réponse dans le mauvais endroit, à vous accuser, à douter, à porter un poids de granit sur la poitrine sans savoir d'où il vient. Écoute, il y a une femme, appelons-la Claire, une femme de 42 ans, cheveux châtains coupés courts, qui boit son café du matin debout devant l'évier de la cuisine. Pas assise, debout, parce que s'asseoir impliquerait une conversation avec son mari, Thomas, qui lit les informations sur son téléphone à l'autre bout de la table, les épaules légèrement rentrées vers l'intérieur, comme si son propre corps voulait occuper moins de place dans cette cuisine qu'ils ont rénovée ensemble il y a 6 ans. Il y a 6 ans, ils avaient choisi ensemble le carrelage blanc cassé. Il y a 6 ans, ils s'étaient disputés affectueusement sur la couleur des armoires. Aujourd'hui, ils partagent ce carrelage et ces armoires dans un silence qui a la texture du verre dépoli. On voit quelque chose de l'autre côté, mais rien de précis, rien de vivant. Ce matin-là, Claire dit quelque chose de banal. Elle dit « Tu as pensé à appeler le plombier pour la fuite sous l'évier ?» Et Thomas répond, sans lever les yeux « Je m'en occupe ». 3 mots. 3 mots qui, en surface, sont une réponse. Mais en dessous, si on appuie légèrement sur cette phrase, on trouve quelque chose d'autre. Une fatigue ancienne, une distance installée, une habitude de ne plus vraiment se regarder. Claire repose sa tasse dans l'évier avec un geste un peu trop contrôlé et elle pense « Ce n'est pas de lui que je veux parler, c'est avec lui ». Mais elle ne dit rien. Et Thomas, lui, ne lève toujours pas les yeux. C'est cette scène-là, cette scène précise, ce matin ordinaire dans une cuisine ordinaire, qui contient parfois le début de tout ce qui va suivre. Mais avant d'expliquer ce qui suit, et il faut l'expliquer parce que c'est là que réside tout, il faut d'abord comprendre quelque chose que la psychologie relationnelle enseigne depuis des décennies et que nous faisons. Semblant de ne pas savoir, l'infidélité n'est presque jamais une histoire de sexe. C'est une histoire de faim. Une faim émotionnelle spécifique, avec une texture particulière, pas la faim générale du manque d'affection, mais quelque chose de plus précis, le besoin d'être vu, vraiment vu. Et avant même de pouvoir expliquer pourquoi cet homme a choisi la trahison, il faut comprendre ce qui s'est passé bien avant la première rencontre avec l'autre femme, bien avant le premier mensonge. Il faut remonter à ce moment où 2 personnes ont cessé, progressivement, de se regarder vraiment. Oui, oui. Si vous vous reconnaissez dans cette cuisine, dans ce silence, dans ce café bu debout, restez. Restez parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes peut changer la trajectoire de votre relation. Pas avec des formules magiques, pas avec des promesses creuses, avec de la psychologie, de la présence et une honnêteté qui parfois fait un peu mal avant de faire du bien. Et si vous trouvez que ce type de conversation vous touche, que quelqu'un parle enfin de ce que vous ressentez, sans l'emballer dans du coton, abonnez-vous. Parce qu'il y a beaucoup d'autres conversations comme celle-ci qui vous attendent, des conversations sur ce que la science de l'attachement, la pleine conscience et la psychologie relationnelle peuvent faire pour les êtres humains ordinaires qui veulent aimer et être aimés sans se perdre. Et si cette scène de cuisine vous rappelle quelque chose de précis dans votre propre vie, écrivez un commentaire, pas forcément les détails intimes. Juste, je reconnais ce silence, parce que vous n'êtes pas seul. Maintenant, revenons à Thomas. Thomas n'est pas un monstre. C'est là le premier point à établir avec une clarté chirurgicale, parce que transformer un homme infidèle en monstre est le moyen le plus efficace de ne jamais comprendre pourquoi l'infidélité arrive et donc de ne jamais pouvoir la prévenir ou la traverser. Thomas est un homme de 45 ans qui travaille trop, qui dort insuffisamment, qui a appris de son propre père, un homme taiseux du Lot-et-Garonne qui sentait le tabac froid et le silence de fin de journée, que les émotions se gèrent seules, dans le silence de l'intérieur, qu'on ne parle pas de ce qu'on ressent,
parce que ça ne sert à rien, que l'amour se prouve par les actes pratiques, par la fuite réparée, par la voiture. Vidanger à temps, par les factures payées avant le 15 du mois. Hacienda, ce modèle-là, ce modèle transmis de père en fils, comme un meuble qu'on ne choisit pas, mais qu'on hérite quand même. Ce modèle a une conséquence directe et mesurable. Thomas ne sait pas demander. Il ne sait pas dire « J'ai besoin que tu me regardes ce soir ». Il ne sait pas dire « Je me sens seul dans cette maison malgré toi ». Ces phrases-là lui sembleraient ridicules, faibles, presque honteuses. Alors il se tait. Et dans ce silence, quelque chose commence à se comprimer lentement, comme un poumon qui ne se remplit jamais complètement. Et puis il rencontre quelqu'un. Pas nécessairement quelqu'un de plus beau, de plus intelligent, de plus drôle, mais quelqu'un qui, lors d'une réunion de travail un jeudi après-midi de novembre, lui pose une question simple. « Et toi, comment tu vas, vraiment ?» 2 syllabes supplémentaires, vraiment. Ce mot-là, ce petit mot de 7 lettres, tombe sur Thomas comme une lumière inattendue dans une pièce qu'on croyait condamnée. Et Thomas, pour la première fois depuis longtemps, répond honnêtement. Et quelque chose en lui respire. Ce n'est pas de l'amour, pas encore, peut-être jamais. Mais c'est le début d'une connexion émotionnelle que Thomas ne savait plus qu'il cherchait. Voilà la mécanique réelle de l'infidélité dans la grande majorité des cas. Non pas le désir physique, qui est souvent secondaire, mais le vertige de se sentir exister pour quelqu'un, le vertige d'être entendu. Et c'est là que réside le danger que vous devez comprendre aujourd'hui, pas demain, pas quand il sera trop tard, mais maintenant pendant que vous pouvez encore agir. Parce que si vous êtes dans une relation où l'un de vous deux, ou les deux, porte ce silence comprimé, ce besoin non, dit d'être vraiment vu, alors vous n'êtes pas en sécurité. Pas parce que votre partenaire est mauvais, mais parce que la nature humaine, la biologie de l'attachement, la neurologie du besoin de connexion, tout cela ne s'émet pas en pause parce qu'on a signé un contrat de mariage. Tout cela continue de fonctionner silencieusement sous la surface du carrelage blanc cassé. Et la question n'est pas « Est-ce que mon partenaire pourrait me trahir ?» La question est « Est-ce que nous sommes en train de nous nourrir mutuellement de ce dont nous avons réellement besoin ? Est-ce que nous nous voyons encore ? Est-ce que nous nous touchons encore avec les mots, pas seulement avec les corps ? Est-ce que nous créons encore ensemble des moments de présence réelle ou est-ce que nous cohabitons dans 2 solitudes polies qui partagent le même loyer ? Non, non, non. Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une question clinique. Et il faut y répondre avec honnêteté. Mais avant de donner les outils concrets, parce que ces outils existent et ils sont accessibles, il faut d'abord descendre encore un peu plus bas dans la compréhension du problème. Parce qu'il y a quelque chose que la plupart des thérapeutes de couple voient et que les couples eux-mêmes refusent souvent de regarder en face. Le vide émotionnel d'un couple ne reste jamais vide. Il se remplit. Toujours, la question est seulement de savoir avec quoi. Écoute, il y a un pattern, un schéma récurrent que l'on retrouve dans les témoignages de dizaines et de dizaines de couples qui ont traversé l'infidélité. Ce n'est pas une histoire unique, c'est un composite, une mosaïque de situations réelles qui se ressemblent avec une précision troublante. Le premier signe, les conversations de couple, se sont réduites à de la logistique pure, qui amène les enfants, qui appelle le médecin, qui règle la facture d'électricité. Le deuxième signe, les moments de tendresse physique non sexuelle, les mains qui se touchent en passant, le front contre l'épaule dans le canapé, ont progressivement disparu sans que personne l'ait décidé consciemment. Le troisième signe, l'un des 2 partenaires ou les 2, a commencé à chercher une forme de stimulation émotionnelle à l'extérieur du couple, pas nécessairement romantique au début, peut-être dans le travail, être dans une amitié très intense, peut-être dans des heures supplémentaires devant un écran. Et le 4e signe, le plus silencieux et le plus dévastateur. Quand l'un des 2 essaye d'initier une vraie conversation, l'autre se ferme, se défende ou minimise et la tentative de connexion échoue, encore une fois et s'inscrit dans un registre de mémoire émotionnelle qui dit « Essayer de me rapprocher ne sert à rien ». Vous reconnaissez ces signes ? Pas forcément les 4 en même temps, peut-être 2, peut-être 3, peut-être un seul mais très fort. Punto. Ce pattern-là
Ce quadruplet de signaux d'alarme est ce que les chercheurs en psychologie relationnelle appellent le cycle de désengagement progressif. Et ce cycle a une caractéristique particulière, il est invisible de l'intérieur. Les gens qui le vivent ne le voient pas toujours, précisément parce qu'il est progressif, parce qu'il s'installe comme le froid de l'automne, degré par degré, et qu'on s'adapte à chaque degré de refroidissement sans jamais sentir la rupture. Et c'est là que les enfants entrent dans l'équation. Parce que si vous pensez que vos enfants ne sentent pas ce froid, vous vous trompez. Pas de façon cruelle, mais de façon factuelle. Les enfants sont des instruments de mesure émotionnelle d'une précision extraordinaire. Ils ne lisent pas les mots des adultes, mais ils lisent les corps, les silences, les tensions dans la voix, quand quelqu'un dit que tout va bien alors que tout ne va pas bien. Et ce qu'ils absorbent, ces enfants qui grandissent dans la carcelle de cristal d'un couple, qui cohabitent sans se connecter, c'est un modèle de ce qu'est l'amour, de ce qu'est l'intimité, de ce que signifie être un partenaire, un mari, une femme. Ils apprennent sans qu'on le leur enseigne explicitement que l'amour, c'est le silence au petit déjeuner, que l'amour, c'est deux personnes dans la même pièce qui ne se voient pas, que l'amour, c'est tenir, pas s'épanouir. Oui, oui. Et cette leçon-là, cette leçon silencieuse et non intentionnelle, ils la portent dans leur propre relation future comme un sac à dos plein de pierres dont ils ne savent même pas qu'il est là. La recherche en psychologie du développement est claire sur ce point. Les enfants qui grandissent dans des environnements de désengagement émotionnel entre les parents présentent statistiquement plus de difficultés dans la régulation émotionnelle, plus d'anxiété d'attachement dans leurs propres relations adultes et une tendance plus marquée à reproduire les mêmes schémas de distance ou de fusion excessive. Ce n'est pas une condamnation, c'est une transmission, contrairement aux malédictions, peuvent être interrompues. Mais seulement si on les voit, et puis il y a la famille élargie. Les parents, les beaux-parents, les frères et sœurs qui sentent quelque chose de changé lors des repas de famille, qui voient une tension dans les épaules, une politesse trop parfaite, deux personnes qui parlent tôt. Autres, mais jamais vraiment entre elles, et qui, souvent, ne disent rien, parce que dans les familles aussi, on a appris que certaines choses ne se disent pas, attiennent. L'environnement d'un couple en désengagement émotionnel ne souffre pas seul. Il rayonne sa souffrance silencieusement sur tout ce qui l'entoure, comme un radiateur froid dans une pièce qu'on croyait chauffée. Mais voici la question que vous devez vous poser maintenant, la vraie question. Celle qui fait un peu peur parce qu'elle exige une réponse honnête. Est-ce que vous attendez que quelque chose de catastrophique arrive pour agir? Parce que c'est ce que font la plupart des couples. Ils attendent. Ils attendent que la fuite sous l'évier devienne une inondation. Ils attendent que le silence devienne une trahison. Ils attendent que la distance devienne une décision irréversible. Et dans cette atteinte, quelque chose de subtil mais de décisif s'est produit. L'indifférence s'installe. Pas la haine, pas le conflit ouvert, l'indifférence. Et si vous devez retenir une seule chose de tout ce qui est dit ici, que ce soit celle-ci. L'indifférence est bien plus dangereuse pour un couple que la colère. La colère, au moins, signifie que l'autre vous importe encore. L'indifférence signifie que vous avez arrêté d'espérer. Non, 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 vous ne voulez pas en arriver là. Personne ne veut en arriver là. Et la bonne nouvelle, la vraie, pas la bonne nouvelle de façade, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Parce que les outils pour inverser ce cycle existent. Ils ne sont pas compliqués. Ils ne nécessitent pas des années de thérapie, même si la thérapie peut être précieuse. Ils nécessitent quelque chose de plus difficile que la thérapie en réalité. Ils nécessitent de la présence consciente, répétée, chaque jour, dans les petits gestes ordinaires. Mais avant d'arriver à ces outils, il faut comprendre une dernière couche du problème, la couche la plus profonde, celle qu'on n'aborde presque jamais dans les magazines ou les podcasts de développement personnel, parce qu'elle est inconfortable, la couche de la responsabilité partagée. Écoute, quand un homme choisit l'infidélité, la tentation culturelle est de chercher un coupable unique. Soit lui le traître, le fable, celui qui n'a pas su résister, soit elle, celle qui n'a pas su les garder, qui a laissé le couple se dégrader.
Ces deux versions sont des simplifications dangereuses, non pas parce qu'elles sont complètement fausses, mais parce qu'elles empêchent la compréhension réelle. La psychologie relationnelle nous apprend que dans la grande majorité des cas, l'infidélité est le symptôme visible d'une maladie invisible, une maladie qui s'est développée à deux, dans les interactions quotidiennes, dans les demandes non formulées, dans les besoins non vus, dans les tentatives de connexion qui ont échoué et qui ont laissé des cicatrices légères mais nombreuses. Cela ne signifie pas que l'infidélité est excusable. Elle ne l'est pas. Elle cause une douleur réelle, une rupture de confiance profonde, un traumatisme qui peut durer des années. Mais comprendre n'est pas excuser. Et comprendre est la seule voie vers quelque chose de différent. Oui, reprenons Thomas. Thomas a fait un choix terrible. Un choix qui a blessé Claire avec la précision d'un scalpel posé sur quelque chose de vivant. Mais si Thomas et Claire veulent comprendre comment ils en sont arrivés là, ils doivent tous les deux regarder la chronologie honnêtement. Pas la chronologie de la trahison, mais la chronologie du refroidissement. Quand est-ce que Thomas a arrêté de poser des questions sur la journée de Claire ? Quand est-ce que Claire a arrêté de chercher à comprendre la fatigue de Thomas ? Quand est-ce que les deux ont commencé à régler la logistique familiale à la place de se parler vraiment ? Et surtout, quand l'un des deux a-t-il tenté de remettre de la chaleur et s'est heurté au mur de l'autre et a renoncé ? Parce que ce moment-là, ce moment de tentative échouée et de renoncement, est souvent le tournant réel. Pas le grand drame, le petit renoncement silencieux. Punto. Et maintenant, parce qu'il serait intellectuellement honnête de ne pas rester dans le diagnostic sans proposer le traitement, voici ce que la psychologie et la pleine conscience appliquées aux relations de couple offraient comme outil concret. Pas comme une liste de recettes, comme un ensemble de pratiques qui, si elles sont adoptées avec sincérité et régularité, peuvent transformer la texture d'une relation de façon mesurable. Le premier outil, et c'est celui qui surprend le plus par sa simplicité apparente, est ce que l'on peut appeler la question vraie. Pas « comment s'est passée ta journée ?» mais « qu'est-ce qui t'a passé aujourd'hui ?» ou « qu'est-ce que tu n'as pas eu le temps de dire ce matin ?» La différence entre ces deux types de questions est la différence entre ouvrir une porte et frapper dessus. La question vraie suppose que l'autre a quelque chose d'intérieur à partager, qu'on s'intéresse à son intériorité et pas seulement à son agenda. Et cette supposition, à elle seule, change quelque chose dans le corps de celui qui reçoit la question. Quelque chose s'est détendre légèrement, comme des épaules qui descendent d'1 centimètre. Chaque jour sans exception. Ce n'est pas une technique de coach, c'est de la neurobiologie. Quand quelqu'un se sent vraiment vu, le système nerveux parasympathique s'active, la réponse de défense diminue et la capacité à se connecter augmente. C'est mesurable, c'est reproductible. Et c'est à la portée de n'importe quel couple qui décide de l'essayer ce soir, après ce repas, dans ce canapé. Le deuxième outil, et celui-là exige un peu plus de courage, est ce que les thérapeutes relationnels appellent la communication des besoins sans accusation. La plupart des conflits de couple ne sont pas des conflits sur le secret apparent. Ils sont des conflits sur des besoins non exprimés. Quand Claire dit à Thomas « tu n'écoutes jamais ce que je dis », elle ne parle pas vraiment d'écoute. Elle parle d'un besoin de connexion, d'un besoin d'importance, d'un besoin d'exister pour lui. Mais la formulation accusatoire active immédiatement chez Thomas un mécanisme de défense et la conversation se transforme en combat au lieu de devenir une invitation. Atiende. La reformulation de ce même besoin pourrait ressembler à ceci. J'ai besoin de sentir que ce que je vis t'intéresse. Même besoin, formulation radicalement différente. Et cette différence de formulation change tout, pas parce qu'elle est magiquement plus douce, mais parce qu'elle ne place pas l'autre imposition d'accuser. Elle l'invite à être un partenaire. Et les gens, en général, répondent très différemment à une invitation qu'à une accusation. Cela semble simple, et oui, ça l'est. Mais simple ne veut pas dire facile. Parce que pour formuler un besoin sans accusation, il faut d'abord avoir identifié le besoin. Et identifier ses propres besoins émotionnels demande une pratique de pleine conscience, une capacité à s'arrêter, à respirer, à descendre sous la surface de la réaction automatique pour trouver ce qui s'est caché dessous.
Écoute, il y a quelque chose de presque drôle, si l'on peut se permettre une légère ironie dans un sujet aussi sérieux, dans le fait que nous passons des années à apprendre à conduire une voiture, à maîtriser un logiciel, préparer des recettes complexes et que nous n'avons jamais appris, vraiment appris, à identifier et exprimer ce dont nous avons besoin émotionnellement dans une relation intime. Nous supposons que ça devrait venir naturellement, comme si l'amour suffisait à tout savoir, comme si sentir fort équivalait à communiquer bien. Et cette supposition-là, cette belle supposition romantique, est peut-être l'une des illusions les plus coûteuses de notre époque. Oui, oui, le troisième outil est la pratique de la présence physique consciente. Non pas le contact sexuel, qui est important, mais qui vient souvent en conséquence et non en cause, mais la présence physique, non sexuelle et intentionnelle. Les recherches de John Gottman, psychologue américain dont les travaux sur les couples sont parmi les plus rigoureux et les plus cités au monde, ont montré que les couples qui maintiennent un contact physique non sexuel, régulier, une main posée sur l'épaule, un front contre une tempe, un genou qui touche l'autre genou sous la table. Ces couples présentent des niveaux d'ocytocine, la fameuse hormone du lien, significativement plus élevés et des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, significativement plus bas. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la biochimie. Et ce que cela signifie pratiquement, c'est que le corps, votre corps et celui de votre partenaire, peut être utilisé comme un outil de réconnexion. Pas de façon performative, pas comme une obligation, mais avec une intention consciente, une décision délibérée de réintroduire la chaleur physique dans les espaces extraordinaires de la vie commune. Mais voici maintenant la question qui dérange. La question qui fait que certaines personnes qui regardent ces vidéos s'arrêtent à ce stade et changent de chaîne mentalement, parce que la réponse les oblige à quelque chose d'inconfortable. Est-ce que vous êtes prêt à changer votre comportement ? Pas pour attendre que l'autre change d'abord, mais unilatéralement un premier, sans garantie de réciprocité immédiate. Parce que c'est là que la plupart des bonnes intentions meurent, dans l'atteinte de la réciprocité. Non, non, non. La réciprocité viendra, dans la grande majorité des cas, si l'initiation est authentique et soutenue dans le temps. Mais elle ne viendra pas le premier jour, ni peut-être le deuxième. Parce que quand un couple a vécu des mois ou des années de refroidissement progressif, la méfiance s'est installée. Et la méfiance ne disparaît pas sur un geste unique, aussi beau soit-il. Elle se dissout, lentement, dans la répétition de gestes cohérents, chaque jour sans exception. Maintenant, parlons de quelque chose que l'on aborde trop rarement dans les conversations sur l'infidélité. La reconstruction après la trahison. Parce que si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que la trahison a déjà eu lieu, que vous êtes de l'un ou l'autre côté de cette fracture, il y a des choses essentielles à comprendre avant de prendre des décisions irréversibles. Atiende. La première chose est celle-ci. La trahison crée un traumatisme. Un traumatisme réel avec des symptômes neurologiques mesurables, des intrusions, des évitements, une hypervigilance, une incapacité à faire confiance au présent, parce que le passé a enseigné que le présent peut mentir. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la dramaturgie, c'est la réponse normale d'un système nerveux à une rupture profonde de sécurité. Et cette réalité-là impose une exigence au partenaire qui a trahi, la patience. Pas une patience passive, pas une patience qui attend que l'autre guérisse seul dans son coin, mais une patience active. Une patience qui se manifeste dans la disponibilité à répondre aux mêmes questions encore, à tolérer la méfiance, à montrer par des actes répétés que la sécurité peut être reconstruite. Écoute, il y a un deuxième composite de situations que l'on rencontre très souvent dans les accompagnements de couples après infidélité. Le partenaire trahi demande des détails précis, parfois obsessionnellement, pas par voyeurisme, mais parce que le cerveau traumatisé cherche à reconstituer une réalité cohérente à partir de fragments. Et le partenaire infidèle, souvent par honte ou par peur de faire plus mal, minimise, évite, donne des réponses incomplètes. Ce qui se passe alors est exactement l'inverse de ce qui devrait se passer. Au lieu de reconstruire la confiance, chaque réponse incomplète confirme que l'autre ment encore
et la méfiance se renforce. La transparence radicale, même quand elle est douloureuse, est souvent le seul chemin vers la reconstruction. Non pas pour punir, non pas pour humilier, mais parce que la vérité, même la vérité difficile, donne à l'autre quelque chose de solide sur lequel poser les pieds. Oui, oui. Et puis il y a la question que tout le monde pose, la question que personne ne veut poser à voix haute, mais que tout le monde porte comme une pierre dans la poche. Peut-on vraiment reconstruire quelque chose après une trahison? Est-ce que la confiance peut revenir? Est-ce que le couple peut être meilleur après qu'avant? La réponse clinique est nuancée, et la nuance est importante. Dans les cas où la trahison était le symptôme d'un problème relationnel que les deux partenaires reconnaissent et sont prêts à travailler, les recherches montrent que certains couples traversant effectivement cette épreuve et construisent quelque chose de plus solide, de plus honnête, de plus conscient que ce qu'ils avaient avant. Pas parce que la trahison était nécessaire, mais parce qu'elle a forcé une conversation que le confort avait rendue impossible. Non, 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 ce n'est pas une justification de l'infidélité. Cela reste une blessure profonde. Mais c'est une invitation à regarder honnêtement ce que la crise révèle et à décider consciemment si ce qui est révélé vaut la peine d'être travaillé. Dans les cas, en revanche, où l'infidélité est un pattern répété, un comportement chronique, ancré dans une structure de personnalité qui ne cherche pas à changer, la reconstruction est quasi impossible sans un travail thérapeutique individuel profond. Et dans ces cas-là, la décision de partir n'est pas un échec. C'est une décision de santé, punto. Maintenant, un moment pour parler du rôle de la pleine conscience, de la mindfulness dans la vie d'un couple. Parce que ce mot-là, mindfulness, est souvent galvaudé, associé à des applications de méditation ou à des retraites silencieuses dans les Alpes. Et on oublie son application la plus puissante, la présence dans la relation, hacienda. La pleine conscience relationnelle, c'est la capacité à être vraiment là, avec l'autre, dans le moment présent, sans être à moitié ailleurs, dans son téléphone, dans ses ruminations, dans ses projections sur ce que l'autre va dire ou ne pas dire. Et cette capacité-là est l'une des plus rares et des plus précieuses que l'on puisse développer dans un couple. Parce que regardons ce qui s'est passé réellement dans la plupart des conversations de couple ordinaires. L'un parle, l'autre écoute en formulant déjà sa réponse, ou en pensant à autre chose, ou en évaluant ce que l'autre dit en fonction de ses propres filtres émotionnels. Personne n'est vraiment là. Deux personnes sont dans la même pièce, mais chacune est en réalité seule dans sa propre tête. Écoute, et l'autre qui parle, le sent, pas toujours consciemment, mais le corps le sent. La voix se raccourcit légèrement. Le regard cherche ailleurs, et la conversation se termine avec une pression vague de ne pas avoir été entendue. Une impression légère comme une poussière, mais qui s'accumule couche par couche, grain par grain, jusqu'à former quelque chose de lourd. La pratique concrète de la pleine conscience relationnelle commence par quelque chose de très simple. Poser le téléphone. Pas le mettre en mode silencieux. Le poser à l'envers, hors de portée visuelle, pendant les moments de conversation importants. Ce geste-là, ce geste minuscule, communique quelque chose d'énorme, tout est plus important que tout ce qui pourrait arriver sur cet écran. Et dans un monde où l'attention est la ressource la plus disputée, offrir son attention pleine à quelqu'un est peut-être le reste d'amour le plus radical qui existe. Oui, oui. Il y a un quatrième outil que l'on va aborder, et c'est celui qui touche à quelque chose de plus profond, quelque chose qui demande une forme de courage intérieur, que tout le monde n'est pas prêt à mobiliser immédiatement, la reconnaissance de sa propre part dans la dynamique. Pas la culpabilisation. La reconnaissance, la différence est fondamentale. La culpabilisation dit « c'est ma faute, je suis mauvais, je n'aurais pas dû ». La reconnaissance dit « j'ai contribué à cette dynamique de cette façon précise et je peux choisir de me comporter différemment ». La culpabilisation paralyse. La reconnaissance libère. Et cette reconnaissance exige une question difficile à se poser. Quels sont mes comportements, mes habitudes, mes réactions automatiques qui ont contribué à créer la distance dans cette relation? Pas les comportements de l'autre, les miens, uniquement les miens, pas pour effacer la responsabilité de l'autre, mais parce que les comportements de l'autre sont hors de mon contrôle.
et les miens sont dans mon contrôle. Non, non, non. Ce n'est pas une invitation au sacrifice ou à l'effacement de soi. C'est une invitation à la chantivité, au sentiment de pouvoir agir sur sa propre vie relationnelle au lieu de la subir. Atiende. Et ici, une remarque avec un sourire intérieur. Il est fascinant, humainement fascinant, de constater que nous sommes capables d'une analyse extraordinairement précise des comportements problématiques de notre partenaire. Nous pouvons dresser la liste avec la précision d'un taxonomiste, classer, dater, décrire avec des détails saisissants chaque manquement, chaque silence, chaque geste maladroit. Et que cette même capacité d'analyse devient soudainement floue, imprécise, comme une photo prise et mouvement, quand il s'agit de nos propres comportements. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est de la neurologie. Le cerveau humain est câblé pour voir les menaces externes avec plus de clarté que les dynamiques internes. Mais cette tendance naturelle peut être travaillée, elle peut être éduquée. Et c'est précisément le travail que la thérapie, la méditation et la réflexion consciente permettent de faire. Écoute, le cinquième outil, et c'est peut-être le plus contre-intuitif, est ce que l'on peut appeler le rituel de reconnexion quotidien. Non pas le grand geste romantique, le week-end en amoureux, le dîner aux chandelles planifié avec 3 semaines d'avance, mais le micro-rituel quotidien, répété, ancré dans la routine. Ce peut être quelque chose d'aussi simple que de se regarder dans les yeux pendant 6 secondes au moment de se dire bonsoir. 6 secondes. Ce chiffre vient de recherches sur les réponses neurobiologiques à la connexion visuelle et il correspond au temps minimal nécessaire pour que le cerveau commence à activer des circuits de lien et de confiance. 6 secondes semblent ridicules. Et pourtant, beaucoup de couples en crise ne se regardent plus vraiment dans les yeux depuis des mois. Oui, oui, ce peut être aussi le rituel de la gratitude partagée. Chaque soir, avant de dormir, une phrase simple. Une chose pour laquelle je te suis reconnaissant aujourd'hui. Pas nécessairement quelque chose de grand. Merci d'avoir remarqué que j'étais fatigué ce matin. Merci de m'avoir laissé de la place aujourd'hui. Merci pour ce sourire dans la cuisine. Ces phrases-là, ces petites phrases de rien du tout, ont un effet cumulatif sur le tissu émotionnel d'un couple qui est, selon Gottman, statistiquement mesurable sur la satisfaction relationnelle à long terme. Chaque jour, sans exception. Et maintenant, un mot sur ce qui se passe quand on commence à introduire ces pratiques dans une relation qui est déjà très fragilisée et que l'autre ne répond pas, ou répond avec méfiance, ou répond avec une ironie. Défensive, punto. Cela arrive souvent. Et c'est là que la plupart des tentatives de reconnexion échouent, non pas parce que les outils ne fonctionnent pas, mais parce que la personne qui initie le changement interprète la résistance initiale de l'autre comme une preuve que rien ne peut changer et abandonne. Alors que cette résistance est normale, elle est même attendue. Parce que quand quelqu'un a appris, au fil du temps, que les tentatives de connexion sont suivies de déception, son système nerveux a créé une protection automatique contre ces mêmes tentatives. La protection dit « ne te laisse pas espérer, ne te laisse pas ouvrir ». Parce que si tu t'ouvres et que ça échoue encore, ça fera encore plus mal. Atiende. Décoder cette résistance comme une protection et non comme un réchange, tout à la façon dont on y répond. Au lieu de se retirer à son tour, blessé par l'absence de réciprocité, on peut rester présent, doux, persistant, non pas de façon intrusive ou exigeante, mais de façon régulière et prévisible. Parce que la prévisibilité positive, la certitude que quelqu'un sera là de façon consistante, est l'un des piliers de la sécurité d'attachement chez l'adulte. Et cette sécurité, une fois reconstruite, même partiellement, change la qualité de la présence dans la relation de façon profonde. Le corps se détend, la garde s'abaisse, et dans cet espace de détente, quelque chose de vivant peut recommencer à circuler. Écoute, il y a une dernière dimension à aborder, une dimension que l'on nommait souvent parce qu'elle touche à quelque chose d'individuel, de personnel, qui semble en dehors du domaine de la relation de couple, le rapport que chaque partenaire entretient avec lui-même, avec sa propre solitude intérieure, avec sa propre capacité à se nourrir émotionnellement de façon autonome. Parce que l'un des pièges les plus courants dans les relations de couple,
en difficulté est ce que l'on pourrait appeler la dépendance émotionnelle réciproque. Deux personnes qui attendent l'une de l'autre la totalité de leur nourriture émotionnelle, qui ne savent plus se ressourcer seules, qui ont oublié qu'elles sont en dehors de la relation. Et cette attente, aussi compréhensible et aussi humaine qu'elle soit, crée une pression insupportable sur le lien. Parce que personne ne peut être la totalité de l'univers émotionnel d'une autre personne. Personne ne peut remplir tous les vides, répondre à tous les besoins, compenser toutes les blessures passées. Non, non, non. Et paradoxalement, les couples les plus solides, les plus vivants, les plus nourrissants, sont souvent des couples où chaque partenaire a une vie intérieure propre, des sources de sens et de plaisir qui lui appartiennent, une capacité à être seul avec lui-même sans que cette solitude soit une souffrance. Parce que quand on sait se nourrir soi-même, quand on ne vient pas à l'autre avec la faim désespérée de quelqu'un qui meurt de faim, mais avec le désir de partager quelque chose de vivant, la relation prend une qualité différente, plus légère, plus libre, plus joyeuse. Oui, oui. Et cette capacité-là, cette capacité à être avec soi-même, se cultive. Elle se cultive dans des pratiques simples. La marche solitaire sans téléphone, le moment de lecture vraiment absorbé, la méditation même courte, l'activité créative personnelle, tout ce qui permet au moi profond de se retrouver lui-même en dehors du regard de l'autre. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène émotionnelle. Et les couples qui comprennent et respectent ce besoin réciproque de solitude régénératrice vivent ensemble d'une façon bien différente de ceux qui s'est noués l'un dans l'autre en croyant que c'est ça, l'amour. Maintenant, revenons une dernière fois à Thomas et Claire. Pas pour terminer leur histoire, parce que leur histoire n'est pas terminée, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et c'est précisément ce qui la rend intéressante. Mais pour poser une question finale, une question qui vous appartient, à vous qui écoutez ceci, à vous qui avez peut-être reconnu quelque chose dans la cuisine blanche, dans le silence du petit déjeuner, dans le café bu. Debout, la question est celle-ci. Si votre couple était une maison, quelle pièce seriez-vous en train de négliger ? Quelle porte laissez-vous fermée depuis trop longtemps ? Quel couloir évitez-vous parce que vous savez ce que vous trouverez si vous l'empruntez vraiment ? Hacienda, ce n'est pas une métaphore poétique pour faire joli, c'est une invitation à l'inventaire. Un inventaire fait sans jugement, sans condamnation, mais avec la clarté d'une conscience qui choisit de voir plutôt que d'éviter. Parce que ce que l'on voit, on peut le travailler. Ce que l'on évite continue de croître dans l'obscurité. Écoute. Et si vous vous retrouvez à penser, en ce moment précis, que votre relation est trop abîmée pour que quoi que ce soit puisse changer, sachez ceci. La recherche en psychologie clinique et en thérapie de couple montre de façon cohérente que le facteur le plus prédictif de changement positif dans une relation n'est pas l'intensité du problème, c'est la motivation au changement. Deux partenaires modérément en difficulté mais hautement motivés à changer obtiennent de meilleurs résultats que deux partenaires très en difficulté avec une motivation faible. Ce qui signifie que si vous êtes en train d'écouter ceci avec une attention sincère, si quelque chose vous dit « je ne veux pas que ma relation finisse comme ça », alors vous avez déjà le plus important, vous avez la motivation. Le reste, les outils, les pratiques, les ajustements de comportement, tout cela peut être appris. Non, 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 il n'est pas trop tard. Il n'est presque jamais trop tard pour une relation qui est habitée par deux personnes qui veulent encore essayer. Et essayer ne signifie pas souffrir en silence. Essayer signifie agir différemment, consciemment, avec les outils que la psychologie offre, avec la présence que la pleine conscience enseigne, avec la douceur que l'amour. Quand il est bien nourri, c'est toujours retrouvé. Oui, oui. Et si vous pensez en ce moment à quelqu'un, à un ami, à un frère, à une sœur, à quelqu'un dans votre entourage dont vous savez, vous sentez que le couple souffre de cette distance silencieuse, de ce refroidissement. Progressif, partagez cette conversation avec cette personne. Non pas comme un diagnostic, non pas comme un reproche, mais comme une main tendue. Parce que parfois, la chose la plus difficile dans une relation qui souffre n'est pas de savoir quoi faire. C'est de se sentir moins seul dans le problème. Hacienda, la conscience est le premier acte de soin.
Voir ce qui s'est passé vraiment, sans drama mais sans déni, est le début de tout changement possible. Et cette conscience, vous venez de la nourrir un peu en restant là, en écoutant et laissant quelque chose de difficile vous atteindre plutôt que de l'esquiver. C'est déjà beaucoup. C'est peut-être le début de quelque chose. Parce que l'amour ne meurt pas d'un grand drame unique. Il s'étouffe dans les petits silences accumulés, dans les regards évités, dans les besoins non dits, dans les tentatives de connexion abandonnées avant d'avoir été vraiment essayées. Et il renaît de la même façon, dans les petits gestes répétés, dans les questions vraies, dans la main posée sur l'épaule sans raison particulière, dans les 6 secondes de regard qui disent « Tu es là, je suis là. Nous sommes encore là, chaque jour, sans exception. » Et si vous portez à ce moment ce poids particulier, cette compression dans la poitrine qui ressemble à de la tristesse, mais qui est en réalité quelque chose de plus précis, une tristesse sèche et tardive, la tristesse, de quelqu'un qui aimait encore, mais qui ne sait plus comment le montrer. Sachez que cette tristesse-là n'est pas une fin, c'est une information précieuse sur ce dont vous avez besoin, sur ce que vous espérez encore, sur ce que vous êtes prêt à faire pour que quelque chose change. Écoutez-la. Cette tristesse, c'est quelque chose que votre tête n'a pas encore formulé. Et agissez, pas demain, pas quand les conditions seront parfaites. Ce soir, avec la question vraie, avec la main sur l'épaule, avec les 6 secondes de regard, avec la phrase simple « J'ai besoin de te parler, vraiment, punto ». L'amour est une compétence autant qu'un sentiment. Et comme toute compétence, il se cultive, se pratique, s'améliore avec l'attention et la répétition. Personne ne naît en sachant aimer parfaitement, mais tout le monde peut apprendre à aimer mieux, à condition de vouloir apprendre, à condition de choisir chaque jour de ne pas s'habituer au silence. Oui, oui. Alors quelle sera votre prochaine question vraie ?